Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Première chose, je me dis, mais mon Dieu, taper à la porte de toutes ces parties prenantes, de tous ces gens, de tous ces collaborateurs, et il doit y avoir peut-être un petit peu d'externe aussi, mais dans plusieurs pays, 30 pays tu l'as dit. Mon Dieu, mais comment tu as fait ? Alors, je ne suis pas toute seule pour faire ça, hein, je le rassure. Moi, je fais partie de l'équipe adoption qui est, on peut le traduire aussi par la conduite du changement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc après, il faut comprendre que chaque année, depuis 2025 maintenant, tu as plusieurs pays, on appelle ça des vagues, tu as plusieurs pays qui sont préparés pour accueillir les nouveaux processus et les nouveaux outils GET. Donc, tu as toujours des équipes projets au niveau d'Engie, un campus, on va dire, du programme central. Et puis, tu as aussi, pour chaque pays, tu as un peu le même pendant d'équipe qui est mis en place. Et donc moi, localement, je travaille avec ce qu'on appelle les responsables de la conduite du changement. Donc chez nous, c'est les adoption leads. Et donc moi, je travaille avec eux pour les accompagner, pour leur fournir un kit de communication pré-emploi avec toutes les phases du projet du programme qui dure 12 mois avant l'implantation des nouveaux outils et des nouveaux processus. Et pendant 12 mois, tu as des périodes, on va dire, un peu obligatoires de communication qui doivent être faites. Donc moi, mon rôle, c'est de fournir un plan de communication type pour les 30 pays et de m'assurer que localement, ça soit suivi, ce soit amendé, et ce soit même, je dirais même aussi amélioré, parce que comme il y a des différences culturelles, il faut pas oublier, moi je le fais avec mon prisme, si je puis dire, français, mais ensuite il faut aussi s'adapter et écouter la culture locale. On est bien d'accord. Ouais. La France, c'est pas l'Angleterre, qui n'est pas l'Italie, qui n'est pas l'Espagne. Qui n'est pas le Pérou. Qui n'est pas Si je peux me permettre. Petite blague. Non, mais tu as raison. Quand tu me dis je bosse avec des gens de la conduite du changement, c'est quoi leur métier ? Alors, conduite du changement, sans rentrer dans le détail, parce que ça veut tout et rien dire, mais c'est quoi ? Ce sont des ingénieurs ? C'est qui ces gens avec lesquels tu bosses ? Alors, ce qui est bien sur la partie adoption, c'est que tu vas voir tous les profils. Tu as des fois des personnes qui viennent pour le coup là pour le Middle East, on a une responsable de la conduite du changement, donc adoption lead, qui a une casquette plutôt financière, donc qui connaît bien les processus de la finance et qui s'est proposée pour être la responsable de la conduite du changement. Ce qui est important quand on est adoption lead, responsable de la conduite du changement, c'est de connaître l'entité dans laquelle on travaille pour pouvoir accompagner, identifier les résistances et pouvoir travailler sur les messages clés qui seraient les plus pertinents. Mais ça veut dire que pour toi, en tant que communicante et qui coordonne la communication Exactement. de ce projet dans 30 pays, je vous le rappelle, chers auditrices et auditeurs, avec des différences culturelles, Absolument. des différences de structure qui marchent d'une certaine manière, on l'a dit en introduction, il faut que tu parles plusieurs langues. Je m'explique. Je parle pas de l'anglais versus le français. Je parle que tu dois comprendre, par exemple, cette personne qui est en Middle East, au Moyen-Orient, c'est une financière. Tu as intérêt à comprendre ce qu'elle te dit. Exactement. Comment est-ce que tu fais, Katia ? Alors, la maison, tu la connais bien évidemment. Mais, mon Dieu, tu t'es pas arraché des cheveux au tout début ? Ah si, je pense que si, c'est le baptême du feu, justement, du programme. Je crois que c'est ça. En étant honnête, non. Quand je suis arrivée, alors en plus, je dois dire que je suis arrivée avec mes yeux un peu Storengy en disant, je l'ai déjà fait, un petit peu le programme pour Storengy en France. Et en fait, tu vois quand même que quand tu es sur 30 pays, l'échelle et l'impact est quand même différent, considérable. Et effectivement, il y a eu quand même une longue période d'apprentissage. Mais je dirais comme pour chaque nouveau métier dans la communication, c'est-à-dire que quand tu arrives si tu viens de la banque et tu changes d'entreprise et tu travailles dans l'automobile, tu vas avoir besoin de t'approprier l'ensemble des produits qui sont proposés et que tu vas devoir valoriser aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Et la différence, c'est que moi, je valorisais des sites industriels jusqu'à présent et aujourd'hui, je valorise des processus internes et des outils qui sont mis à la disposition des collaborateurs Engie pour que demain, quand ils vont accueillir les GET, l'écosystème, la solution GET, ils soient, on va dire, plus ouverts et que le changement se fasse de façon plus facile. Dit comme ça, le big picture, il est assez simple, hein. Sauf que la réalité du sport, comme tu l'as dit très justement, c'est que tu avais fait ça chez Storengy, mais c'était, entre guillemets, systématiquement la même chose. C'était des sites industriels, ce qui est loin d'être facile. Français, voilà. Dans différentes régions de France, mais bon. Le périmètre était beaucoup plus petit. Mais là, c'est une autre paire de manches et tu rajoutes qui plus est la culture locale. Absolument. Comme tu l'as dit, le Pérou, c'est pas la France ni l'Italie. Alors toi, évidemment, tu as vécu à l'étranger, tu as vécu à Londres, et cette acclimatation culturelle, elle a été complexe pour toi
ou ça a été easy peasy? Ah non, c'était facile. Parce que, alors justement, je pense que d'avoir déjà travaillé depuis longtemps dans des environnements internationaux, donc chez Storengy, à Londres, mais avant Londres, je travaillais déjà pour l'exploration-production d'Engie et j'étais déjà sur l'international. Donc, du coup, non, c'était même facile. Et c'est aussi l'attrait aussi du poste, de pouvoir travailler avec des cultures différentes, de prendre aussi en considération les aspirations de chacun. Et moi, justement, quand je présente le plan de communication avec les Adoption Leads, je leur dis toujours, ça, c'est la base que l'on vous propose. À vous ensuite de l'adapter à vos spécificités locales. Mais qui le fait? Soit c'est moi, parce que selon les équipes, il y a pas de communicant toujours partout disponible. Et ça, on va le dire, c'est très souvent moi qui le fais avec le responsable de la conduite du changement local. Ok, alors tu as fait ça avec quel pays? Alors, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai fait ce qu'on appelle chez nous le template pour la newsletter pour le Middle East. Donc, ça englobe South Africa pour nous, les Émirats Arabes Unis et puis l'Arabie Saoudite. Et donc, tout ça en anglais, effectivement, parce que c'est multiculturel. Et en Europe, on a terminé en janvier. On a fait toute la communication et ce qu'on appelle la bascule, le go live dans notre jargon interne, pour Engie Green. Justement, pour toute la partie, ce qu'on appelle Jumps, qui est maintenant Energy, Management et Giant France, donc la partie trading, côté France, et toute l'activité de Engie au Chili. Donc ça, on a préparé avec les équipes locales de conduite du changement, et aussi donc moi, toute l'année dernière, tous les templates pour préparer la communication. Est-ce que tu t'es heurté, comme toute bonne communicante, avec ces parties prenantes qui sont, allez, on va dire clairement les collègues, qui Absolument, ne parlent pas le langage de la communication? Pas tous, mais certains ne parlent pas, mais ils sont très bons. Il y a beaucoup d'appétence pour la com. Merci de le rappeler. Ouais. J'ai le souvenir de cette maison quand j'ai bossé avec elle, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement des gens qui venaient de la communication ni du marketing, en tout cas des métiers proches d'une autre, et qui comprenaient parfaitement les choses et qui savaient particulièrement bien expliquer des choses très complexes de manière, entre guillemets, simple. Je mets des guillemets à simple, mais en tout cas intelligible. Intelligible, oui. Donc, quand tu t'es retrouvé face à tes collègues, est-ce que tu as perçu une culture d'entreprise Engie globale? Est-ce que tu te dis, où qu'on soit au Pérou, au Middle East ou en France ou en Angleterre, est-ce que tu perçois un très gros socle commun d'Engie en termes de culture? Oui, moi je dirais c'est la fierté. Tu vois, l'appartenance à l'entreprise et de se dire que chaque jour, quand tu viens sur ton site, parce que c'est beaucoup de sites industriels aussi, après, bien sûr, on a les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions support avec la finance et les achats, mais le gros, quand même, du changement impacte les sites industriels. Et tu vois qu'il y a vraiment un socle commun de fierté, quoi qu'il arrive, le travail continue, une envie de reconnaissance aussi, et de toujours bien faire. Donc, c'est pour ça que quand tu arrives avec un projet transfo, les gens se disent, ça fonctionne aujourd'hui. Donc, je veux bien faire, mais il faut m'expliquer pour que je puisse demain faire correctement comme je peux le faire aujourd'hui. Donc la résistance, il faut toujours la voir en fonction de qu'est-ce qu'on vient changer chez eux, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça va leur apporter. Et c'est là-dessus où il faut rassurer en fait. Qu'est-ce que tu as fait justement pour rassurer les gens? Parce que c'est toujours la conduite du changement, le changement fait toujours peur à tout le monde. Oui, tout le monde en veut, mais au final, quand ça arrive... Même dans notre quotidien, sans être professionnel. On veut que ça change, mais pas trop. Voire pas du tout, même si tout le monde est plutôt d'accord pour que ça change, pour que ça bouge, tu sais. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour rassurer justement tes collègues à travers le monde? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'organiser régulièrement des points avec les responsables de la conduite du changement dans les pays pour justement essayer de voir par rapport à ce que moi je leur fournis, est-ce qu'il y a des choses à modifier parce que ça ne rentre pas dans la culture du pays, parce que nous, on voit ça, moi je le vois avec mon prisme français. Donc oui, on adapte finalement les outils de communication qui sont produits pour pouvoir répondre à la façon, je dirais même à la consommation de la communication localement. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est se dire, on peut toujours arriver en se disant ça a fonctionné dans tel pays, ça va pas forcément fonctionner de la même façon dans un autre pays. Donc il faut avoir en tête, et je pense que la principale qualité d'un communicant, c'est l'écoute, la remise en question et savoir se dire là ce que j'ai fait c'était bien pour tel pays, là il y a besoin de plus accompagner, de faire davantage, de faire différemment, et c'est cette capacité toujours à revoir, flexibilité, agilité, de se dire en fait, là je vais travailler pour les États-Unis, là je travaille pour l'Italie, je vais commencer avec les Pays-Bas, avec l'Angleterre aussi. Donc à chaque fois, c'est être en capacité de s'adapter à notre public pour pouvoir répondre à leurs interrogations, leurs inquiétudes, ou simplement à des questions qui peuvent être aussi des questions simples,
mais c'est vraiment l'adaptabilité. Mais il faut y répondre à ces questions. Absolument. En apparence simple. Ouais. Moi, je trouve ça sensationnel. Ouais, moi aussi. Ayant vécu à l'étranger et puis aimant quelque part la culture entre guillemets internationale, je trouve ça génial. Mais n'y a-t-il pas eu, malgré aussi ton appétence pour ça, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit « Waouh, c'est quand même parfois épuisant ». Ah, mais chez nous, on dit que c'est un marathon. Donc, oui, ça ne s'arrête jamais. Et donc, c'est le principe du programme, parce que si on avait 5-6 pays, ça serait déjà fini, forcément. Moi, j'en ai eu un à faire. Ça m'a pris 1 an et demi. Donc, effectivement, je sais ce que c'est. Quand il y a 30 pays, effectivement, et que tu dois faire en moyenne 5 à 6 pays par an, jusqu'à 7 même, effectivement, ça ne s'arrête pas. Donc, pendant qu'il y en a qui terminent, d'autres commencent, d'autres sont sur la fin. Donc, ça ne s'arrête jamais. Donc, je dirais que ce qui est bien, ce qui me motive, c'est de me dire qu'en fait, on se dit, en fait, on y est arrivé pour celui-là. Il y a eu des difficultés, mais finalement, ça se gère. Les équipes, parce que moi, j'apporte vraiment la vision communication. Puis après, quand il faut être au quotidien pour rassurer, il y a aussi des équipes locales. C'est vraiment les équipes locales qui portent et qui sont au contact. Donc, c'est moi ce qui me galvanise quelque part, c'est de me dire, on est en train de transformer toutes les entités d'Engie à travers le monde. Et ça se fait petit à petit, ça se fait en collectivité, ça se fait en groupe. On fait tous partie finalement de la même équipe. Et l'idée, c'est de se dire, on y va à marche rapide, mais on le fait aussi en prenant en considération les exigences de chacun pour être dans un format homogène demain. Tu le fais aussi en mode marathon, c'est-à-dire c'est un marathon qui est couru assez rapidement, voire de manière très alerte. Ah oui, il faut être vif, je dirais. Agile et vif. On est d'accord, parce que si tu me dis que tu as 5-6 pays en même temps, à chaque fois, objectivement, ça doit être sincèrement assez balèze. On va dire les choses très clairement. Bon, maintenant tu as l'habitude. Oui. Donc, ça fait 3 ans, donc quelque part, je vais pas dire que c'est facile, bien au contraire, mais en tout cas tu es rodé. Il y a des réflexes, effectivement. Il y a des réflexes, exactement. Et puis j'imagine que tu évites des erreurs que tu faisais il y a encore Absolument. un an. Oui, c'est l'amélioration aussi continue du programme, c'est ça. Absolument. Aussi. Et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs. Exactement. Sans compter toutes ces cultures que tu découvres. Et je pense que malgré tout, il y a des cultures très proches des nôtres, même si elles sont à l'autre bout du monde. Je dirais les Européens de façon générale. C'est des Français bis. Voilà. Exactement. En termes d'outils, comment ça se passe? Tu me parlais d'une newsletter. Oui, absolument. Ça me paraît être une évidence, mais qu'est-ce qu'il y a en termes d'outils? Qu'est-ce que moi je produis aujourd'hui, ce que je mets à disposition? Alors, il faut comprendre aussi dans la communication du programme de transfo, il y a 2 niveaux. Il y a vraiment le niveau, ce qu'on appelle nous le niveau corporate. Ça veut dire qu'on s'adresse à l'ensemble, on essaie de s'adresser à l'ensemble des collaborateurs du groupe en travaillant en collaboration avec la communication corporate d'Engie pour avoir de la visibilité et être sur les réseaux du groupe interne. Et puis, tu as le niveau, on va dire, intermédiaire, qui est toutes les parties prenantes qui participent au programme GET. Donc, on est à peu près 4000. Et puis, à chaque fois qu'on a des nouveaux pays, ça augmente. Et donc, il y a cette communication, on va dire, un peu intermédiaire. Donc ça, c'est produire des newsletters, des articles, faire des vidéos de témoignages de collaborateurs quand ils sont sur des phases plutôt de test avant le déploiement. C'est faire des vidéos aussi de collaborateurs à l'étranger quand ils sont, ça y est, en phase de adoption des outils. Et moi, pour ça, je m'appuie sur les équipes locales, encore une fois, pour pouvoir produire ces vidéos, ces contenus. Et aujourd'hui, on essaye aussi de se dire, on produit du contenu qui va être réexploité sur aujourd'hui LinkedIn, parce qu'on commence aussi à faire de la communication sur LinkedIn, à valoriser les étapes clés. Mais moi je produis de la vidéo, des articles, des newsletters. On met en avant aussi certains témoignages. L'idée, c'est vraiment aussi de montrer que sur le terrain, ça fonctionne et de quelque part rassurer les prochains en leur disant quand ça va venir à vous, quand ça sera votre tour, vous pouvez vous appuyer sur le témoignage de votre collègue qui était allé en Italie, qui était au Pérou, au Chili, parce que eux ont vécu la transfo et ils peuvent vous raconter clairement comment ça s'est passé pour eux. Comme tu le disais, ça rassure. Ouais. Et même si on n'est pas chilien, on se dit quand même, ça a marché dans tel ou tel pays. Donc, exactement. On est concerné aujourd'hui. Demain, on ne le sera plus parce que ça dure à peu près une année. Absolument. Et puis après, il y a de l'accompagnement pour la prise en charge des outils. Mais voilà, la préparation, c'est à peu près 15 à 12 mois. 15-12 mois, d'accord. Ok, très bien. Donc, une grosse année pour faire court. Absolument. Et il est évident que ça rassure.
tout à fait. Que ça dynamise aussi, parce que j'imagine qu'il doit y avoir certains territoires qui se disent mais on va peut-être faire encore mieux nous. Absolument. Oui, on a alors justement c'est l'Afrique du Sud là qui pour essayer de dynamiser, d'apporter des réponses aux collaborateurs qui ont mis en place des quiz. Donc l'idée aussi c'est vraiment de se dire culturellement, en fait ce qu'il faut comprendre dans le métier de la communication, c'est qu'on peut pas faire la même chose partout. Du standard n'existe pas, même si on prône de la standardisation d'outils. Pour la communication, on peut mettre à disposition tout ce qui va être outils, newsletter, template avec des messages clés, mais ensuite on se heurte à la culture et comment, c'est ce que je disais un peu avant, comment est consommée la communication, localement. Et c'est là où on doit s'adapter, c'est là où on doit se dire ce qui a fonctionné pour un pays ne fonctionne pas forcément. Ce qui a très bien fonctionné pour un pays, il faut aussi peut-être le proposer aux autres pays qui arrivent. Tu vois, l'idée de faire des quiz, non pas sur je finis une période de test et je teste ma connaissance avec un sondage. Là, c'est plutôt de se dire, dans les prémices du basculement vers la solution GET, je m'assure que les gens ont bien compris ce qui va arriver et je crée un sondage pour pouvoir venir et tester et voir si j'ai besoin de faire de dernières piqûres de rappel par des webinars, par des newsletters, ce qui va venir un peu quelque part soutenir et rassurer. Donc c'est à chaque fois c'est de nouvelles en fait révélations, si je puis dire, de se dire ah ben oui, tiens, j'avais pas pensé à ça en tant que responsable de la com du programme, à faire ça parce que forcément ça marcherait peut-être moins bien chez nous en France, mais en fait dans d'autres pays il y a des choses qui marchent très très bien et c'est toujours se dire comment je me réinvente, parce qu'en fait c'est ça, c'est comment je me réinvente. Je vais pas dire chaque jour mais presque quand même, parce que quand on est à 5 pays, 6 à 7 pays, il faut trouver à chaque fois ce qui va marcher pour un ou ce qui va fonctionner pour un autre. Donc c'est quand même toujours sur quelque chose de toujours nouveau, essayer de trouver la nouveauté, les tendances, voilà. Et tu parles après avec l'intelligence artificielle, trouver des outils qui vont t'aider à produire plus rapidement, plus facilement, voilà.